La question qu'on regarde, c'est la question de l'avortement. Le problème avec l'avortement, j'aimerais bien dire que c'est une des questions de débat qui est toujours ouverte et toujours très discutée. La réalité, c'est que c'est maintenant légal. Fait qu'on va me dire, oui, mais d'abord, pourquoi est-ce qu'on en discute? Si c'est déjà légal, quel impact est-ce qu'on peut vraiment en avoir? Et là, qu'est-ce que j'aimerais vous suggérer, là, juste pour garder ça en tête, c'est que on peut avoir un impact, mais où est-ce qu'on est présentement dans la société, il faut aller pas par pas. C'est-à-dire, on n'est peut-être pas à la place présentement dans la société où est-ce qu'on peut rendre l'avortement totalement illégal, mais si on est capable de convaincre des gens que c'est immoral, on va pouvoir commencer à faire des législations qui rendent l'avortement difficile à avoir accès. Okay? Donc, est-ce que le débat est fermé? Non, je ne pense pas encore, surtout si on est capable de convaincre des gens que c'est immoral. Et c'est ça que je veux faire dans mon présentation. Je veux vous démontrer que l'acte de l'avortement est un acte de meurtre au premier degré, c'est-à-dire c'est un acte de meurtre prémédité. Alors, on va regarder ça. Vous avez devant vous l'argument elle-même. Avant qu'on regarde l'argument, je vais vous expliquer quelques concepts qui peuvent sembler très difficiles au départ. Je vais essayer de les expliquer de manière que ce ne serait pas difficile. Pour que quand on arrive à regarder l'argument elle-même, vous allez juste voir, OK, avec la définition qu'on a, ça suit, ça marche parfaitement, on arrive à cette conclusion. Alors, si je suis en train d'expliquer quelque chose, puis là, ça fait comme, wow, OK, j'ai totalement manqué qu'est-ce qu'il voulait dire. Juste fais-moi signe pour que je peux essayer de le réexpliquer d'une autre manière. Mais si vous avez des questions, réservez-le pour la fin parce que je veux pouvoir finir. Je veux être capable d'arriver à la conclusion. Donc, vous allez voir, si vous regardez par exemple dans la troisième prémisse, je dis la substance créée par la fécondation humaine. C'est le terme que je vais utiliser pour parler de qu'est-ce que souvent le monde appelle le fœtus, ou quand on parle avec celui qui est contre l'avortement, il va dire, c'est juste un bébé. C'est un bébé. Pourquoi est-ce que je ne dis pas juste bébé? Pourquoi est-ce que je ne dis pas fœtus? Parce que je veux éviter, des fausses interprétations. Si je dis bébé, il y a certaines personnes qui vont juste dire, c'est l'enfant qui est né, qui est un bébé. Ce n'est pas l'enfant à l'intérieur de la ventre qui est un bébé. Si je dis fœtus, là, ils vont essayer de dire, oui, mais à partir de quand est-ce que c'est le fœtus? Moi, je veux éviter toutes ces questions-là. Je veux aussi éviter, et je devrais dire ça tout de suite, si vous avez des émotions, laissez-le à la porte. Cet argument que je vous présente est très, très, très non émotif. Et c'est ça exactement. J'essaie d'éviter les émotions parce que souvent, les émotions viennent mêler les cartes quand on cherche pour la vérité. Souvent, le monde qui cherche à comprendre une vérité ne sont pas capables parce qu'émotivement, ils ne sont pas capables d'accepter la conclusion d'un argument. Donc, il faut mettre ça à la porte. C'est pour ça que je vais éviter, oui, bébé, je vais éviter fœtus, puis je vais juste parler de la substance qui est créée par la fécondation humaine. C'est très neutre comme présentation. Puis je peux comprendre que, mettons, quelqu'un qui est un activiste contre l'avortement serait peut-être « Non, j'aime pas ça, je veux que tu dis fœtus, bébé, quelque chose de même, être humain. » Je vais vous dire tout de suite, j'ai pas besoin. Je vais démontrer que de tuer cette substance est un acte de meurtre parce qu'en tuant cette substance-là, tu es en train de tuer un être humain. Mais avant d'arriver à cette conclusion-là, il faut faire toutes les prémices, il faut comprendre les notions. Donc, on va commencer avec un terme qui est très neutre, que même une personne qui est d'accord avec l'avortement va dire « OK, j'accepte ce terme-là, la substance créée par la fécondation humaine. J'accepte ce terme-là, c'est correct. » Donc ça, c'est la première chose que je veux juste dire. La deuxième chose, qu'est-ce qu'une substance? Une substance, c'est la nature instantiée. Par instantiation, qu'est-ce que je veux dire? C'est que on pourrait dire, incorporé. Ça existe en réalité. Ou c'est vraiment là. C'est pas juste une idée, c'est pas juste une définition, c'est pas juste
sais, mettons, si j'ai dit, pense à qu'est-ce qu'un être humain, tu fermes tes yeux, puis tu imagines qu'est-ce qu'un être humain. Peut-être que tu as ta propre image dans ta tête, ou juste la forme d'un être humain dans ton intellect, c'est correct. Mais ça, cette image que tu as, on pourrait dire que d'un certain sens, tu es en train de penser à la nature humaine, mais ce n'est pas du tout instancié. Ce n'est pas une instance de la nature humaine, c'est l'idée de la nature humaine. Une instance de la nature humaine, c'est quelqu'un, OK, là, c'est une instance de la nature humaine. Ça, c'est une instance de la nature humaine. Une instance, une instance, une instance. C'est quelque chose qui existe réellement de manière qui est individuelle, on pourrait dire. Donc, une substance serait une individuelle existant avec une nature telle. Ça, c'est une substance. OK? Il y a d'autres personnes qui ont eu d'autres sujets. Je n'embarquerai pas dans le débat sur ça. On va prendre ça comme acquis. Qu'est-ce que le meurtre prémédité? La conclusion de mon argument va dire que un avortement est un acte de meurtre prémédité. Je vais donner une définition, puis après, je vais vous démontrer que c'est aussi la même définition qui est donnée par le Code criminel au Canada. Ma définition, c'est ceci. Un meurtre prémédité, c'est la planification de tuer un être humain qui est suivi par la mise en action du plan qui finit par l'assassinat de l'être humain visé. Autrement dit, un acte de meurtre prémédité, c'est de tuer selon un plan qui était déjà pensé, un être humain, et d'avoir eu du succès en le tuant. Tu as réellement tué la personne. Tu n'as pas tué de manière préméditée si, par exemple, tu désires de tuer telle personne, tu planifies d'aller chez lui avec ton plan, c'est d'aller lui tirer avec une gun, puis en s'en allant chez lui, par accident, tu l'accroches avec ton char, puis il meurt. OK? Est-ce que tu vois la nuance? Oui, tu as planifié de le tuer. Ton plan, c'était de le tuer en tirant. Tu as fini par le tuer, mais tu savais peut-être même pas que c'était lui. C'était en noir, tu n'as même pas vu la personne passer. Tu l'as frappé avec ton char, arrête, t'es comme, oh non, j'ai peut-être tué quelqu'un. T'es en train d'aller pouvoir tuer quelqu'un, mais t'es comme, oh, j'ai tué quelqu'un. Tu t'en vas voir c'est qui, puis, oh, ben, c'est le gars que je voulais tuer. Oh, tant mieux, c'est correct, c'est pas grave. Puis tu t'en vas. Mais t'es quand même pas coupable, dans ce moment-là, d'avoir tué de manière préméditée, parce que ton acte de meurtre, dans ce moment-là, ce n'était pas prémédité. C'est pas le plan que tu avais conçu. Tu vois? Donc, il y a des distinctions importantes. Quand tu tues de manière préméditée, tu fais un plan, tu agis sur ton plan et tu as du succès. All right? Le Code criminel au Canada dit ceci. On définit le meurtre au premier degré de la manière suivante. Le meurtre au premier degré est le meurtre commis avec préméditation et de propos délibérés. Donc, vous voyez que le Code criminel est totalement d'accord avec ce que je viens de vous expliquer. Je vais vous dire tout de suite, parce que je ne sais pas, je vais m'en rappeler plus tard. Quand j'ai fait des recherches sur le meurtre, dans le Code criminel au Canada, un bébé, selon le Code criminel au Canada, on dit qu'un bébé n'est pas un être humain jusqu'au temps qu'il commence à sortir de la mère. Donc, tant et aussi longtemps qu'on ne voit pas sa tête en train de sortir de la mère, cette substance qui est créée par la fécondation humaine n'est pas considérée, selon le Code civil au Canada, comme un être humain. Qu'est-ce que ça veut dire avec cette définition de meurtre prémédité? Oui? Ça veut pas dire que c'est pas un être vivant, par exemple. Oui, mais c'est pas le fin. Parce que un être vivant, c'est d'autres choses. Tu peux tuer un chien puis tu ne vas jamais être mis en procès. À moins que le chien était ton voisin puis il émet une plainte civile contre toi, là, mais personne ne te met en prison pour meurtre si tu as tué un chien. Parce que ça, c'est un être vivant, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas un être humain. Fait que, ce qui donne une bonne illustration, la réalité, c'est que tant que la tête du bébé n'est pas visible, tu peux la tuer et c'est comme si tu aurais tué un chien. Parce qu'il n'est pas considéré comme un être humain au niveau légal. Ça, c'est très important, puis ça a des grandes répercussions dans la manière dont l'immoralité est faite au Canada. OK? Juste garde ça en tête. Là, on sait c'est quoi maintenant un meurtre prémédité. Là, on voit des choses que j'ai écrites sur le tableau. Il faut que j'explique c'est quoi l'acte et puissance ou potentiel. Mon ami Guillaume
m'a fait signal que acte, c'est peut-être pas la meilleure traduction du terme que je veux utiliser en français. Je vais l'utiliser pour celui-ci parce que je n'en connais pas une meilleure. Mais peut-être réalisation pourrait être une manière de l'expliquer. La réalisation d'un potentiel. Donc, on pourrait dire on pourrait parler de acte ou peut-être ce qui est réel. OK? Puissance ou ce qui est potentiel. Quand on arrive, et vous allez voir dans mon argument, on va parler de quelque chose qui est en acte, quelque chose qui est en puissance. Ces termes sont utilisés pour expliquer le changement. Fait qu'on demande la question, qu'est-ce que ça veut dire changer? On va utiliser ces termes-là pour expliquer qu'est-ce que le changement. Là, ça va paraître comme si j'ai sauté dans un champ totalement différent, mais vous allez voir comment ça revient à cet argument que j'apporte. Qu'est-ce que j'ai ici? Comme vous pouvez voir, je suis champion mondial de Pictionnaire. Donc, ça, c'est une... Voilà, tu vois? C'est pour ça que je suis champion. Oui, effectivement. C'est pour ça que je suis une champion en Pictionnaire. Mon art est tellement reconnaissable. Donc, une glande a la puissance de devenir. Là, on va jouer un peu. Là, il faut que vous me répondez des fois. Ça peut devenir quoi? Est-ce que ça peut devenir un... Ça, c'est quoi, tu penses? Une vache. Oui, une vache, un taureau, effectivement. En fait, ouais, c'est ça. Dans ma tête, c'était supposé être une bison, mais j'ai pas fait la chose sur le dos peut-être assez grand. Peu importe. Mais c'est comme une vache ou un taureau, une bison, de ce type d'animal. Est-ce qu'une glande peut devenir ça? Non. Absolument pas. Hein? C'est même pas possible. Mais ça peut devenir un chêne. Ça peut devenir une chaîne. Est-ce que ça peut devenir une crotte d'écureuil? Ah, c'est ça que c'est. Ouais, ça, c'est une crotte d'écureuil à côté de la chaîne. Oh oui, ça peut devenir une crotte d'écureuil. Ah, oui. Si l'écureuil mange la glande, Ça va être... ça va devenir le crotte d'écureuil, n'est-ce pas? Oui. Fait que ça, c'est une possibilité, une potentiel du glande. Est-ce que le glande peut devenir le terre? Absolument, hein? Si ça ne vit pas, ça devient du compost. Ça dégénère, puis ça devient juste la terre qui nourrit peut-être le chêne duquel ça a tombé. Est-ce que ça peut devenir une décoration sur une porte? Oui. Absolument. C'est pas nécessairement selon sa nature, OK? Mais quelqu'un le prend, le met dans une chose, le met sur sa porte, puis voilà, j'ai une belle décoration. On voit ça des fois dans le temps d'hiver, le monde font ces choses de même. Donc, on voit plusieurs choses que ça peut devenir, et on voit quelque chose que ça ne peut pas devenir. C'est quoi qui détermine qu'est-ce que ça peut et qu'est-ce que ça ne peut pas devenir? C'est la nature. Pas la logique, mais c'est pas mauvais comme réponse, la nature. C'est la nature de la chose. C'est la nature de la... OK? C'est la nature de la glande, fait qu'on peut parler d'une nature humaine. Une nature, ça je peux expliquer ça tout de suite. Je vais sauter à une autre définition parce que ça va aider pour l'explication. Une nature, le mot nature a plusieurs sens dans notre langage commun. Par exemple, tu fais un achat sur Internet sans avoir pensé. Tu vois quelque chose que tu veux vraiment avoir, tu ne penses pas, tu l'achètes. C'est un achat impulsif. Après, ta femme dit « Pourquoi tu as acheté ça? Tu sais, on n'a pas d'argent et on n'a pas besoin. » Ta réponse, c'est « C'est dans ma nature. Je ne suis comme pas capable de résister à des choses de même. » Oui, je suis impulsif de nature. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train de dire que j'ai un caractère comme ça. Mais on utilise le mot nature pour parler de nos caractères. Des fois, on utilise le mot nature pour parler de nos habitudes ou des choses qu'on aime. Donc, par exemple, moi, je dirais, mettons, je suis un rat de bibliothèque, c'est ma nature. Je suis de nature une rat de bibliothèque. J'aime ça des livres. Bien ça se parle de certaines choses que j'ai, une habitude que j'ai formée avec les années, qui fait partie de qui je suis. Et on prend le mot nature pour décrire cette partie de mon caractère et ma personne. OK? Une autre manière d'utiliser le mot nature, c'est juste de parler de toutes les choses qu'on voit, y compris nous-mêmes. On parle de la nature comme l'ensemble des choses sensibles qu'on peut voir, toucher, expérimenter dessus, l'univers. On va dire
On peut dire l'univers, puis la nature est souvent utilisée comme synonyme de l'univers et tout ce qui est dedans. OK? La nature, moi quand j'étais jeune, j'ai grandi, j'ai passé mes étés dans un chalet au nord du Canada, puis j'ai passé mes journées dans le bois. C'était la place où j'allais pour me ressourcer. Puis je promenais toujours avec une hache, juste parce que j'aimais ça, les haches. Puis des fois, je voulais couper un arbre, juste pour le fun, puis bâtir des choses avec des arbres. Mais pour moi, la nature, c'était une place où j'allais pour me ressourcer. Fait que quand on utilise le mot nature dans ce sens-là, on est en train de faire comparaison avec les créations humaines. On a la ville, puis pour se ressourcer, on s'en va dans la nature. OK? Fait qu'on prend la nature pour parler des choses qui ne sont pas humaines, mais qui sont souvent une place de ressourcement pour les êtres humains. OK? Une autre manière de parler du mot nature, c'est de parler de la nature, c'est de parler de le péché chez l'homme comparé à, mettons, la grâce divine. Puis on compare comment que tu es par nature, ou la nature de péché dans la vie humaine, puis tu compares ça à la grâce divine. On est de nature pécheresse, mais Dieu nous amène la grâce. Ou, par exemple, Paul fait des comparaisons à 1 Corinthiens, il va parler de l'homme naturel, qui ne peut pas comprendre les choses de Dieu, puis de l'homme spirituel. On est en train de comparer quelqu'un qui est chuté, qui vit dans le péché, avec une personne qui vit pour Dieu, qui est régénérée par l'Esprit, puis qui cherche les choses divines. Donc, on utilise le mot nature dans cette manière-là. Tous ces sens du mot nature revient d'une manière ou d'une autre. On peut retrouver des traces d'une autre manière de comprendre une nature. Ça, c'est le sens que je dirais, c'est le sens propre, c'est le sens de base qui soutient tous ces autres sens qui sont utilisés dans d'autres domaines. Puis il y a pas vraiment d'autres domaines aussi. Je donne juste tous ceux qui viennent en tête quand je pense rapidement, mais il y a peut-être d'autres manières qu'on utilise ce mot-là. Mais tous ces sens reviennent à un sens qui fonctionne un peu comme... comment je dirais ça? En tout cas, peut-être la plante originale d'une mauvaise herbe qui s'étend. Tu peux penser un peu comme ça. C'est la plante qui s'étend, puis la plante d'origine, c'est ce mot propre, que le mot nature fait référence à ce qui est essentiel à un être. C'est le fondement ou la base de ce qu'il est. C'est la chose la plus primitive. Tu ne peux pas aller plus fondamental, plus base, plus profond que la nature de la chose. Okay? Et quand on parle de ça, on va parler de qu'est-ce que c'est par essence. C'est quoi sa nature, c'est quoi son essence. Puis c'est la réponse à la question, qu'est-ce que c'est? Tu réponds en donnant la nature de la chose. Okay? C'est le quoi. C'est le qu'est-ce que c'est cette chose-là, puis tu vas me répondre en donnant, c'est sa nature. Fait que je vais demander, qu'est-ce qu'un réfrigérateur? Puis tu vas me dire, c'est une machine qui a été créée par les hommes pour préserver la nourriture au moyen de le refroidissement. Ça, c'est un réfrigérateur. OK? Qu'est-ce que tu viens de me donner quand tu donnes cette réponse? C'est que tu viens de me donner la nature d'un réfrigérateur, que par la suite, je suis capable de reconnaître d'autres réfrigérateurs. Je suis capable de dire, ça veut dire que c'est pas obligé d'être grand de même pour être un réfrigérateur. Ça peut être petit et être un réfrigérateur parce qu'il a la même nature. Il fait la même chose. Okay? C'est la même chose quand on parle de ça. Il y a une nature, fait que tu disais que tu ne suivais pas. Lui a une nature qui détermine ce qu'il peut devenir, ce qu'il peut aussi faire. Ses capacités de changement. C'est potentiel, exactement. Puis c'est cette nature qui est déterminative. C'est pour ça qu'on dit, c'est une glande, là, il ne peut pas devenir un bison ou une vache ou un taureau. Parce que ce n'est pas de sa nature. Comment dire ça? Un réfrigérateur ne peut pas devenir une vache non plus. Ça ne fait pas partie de sa nature. Ce n'est pas qu'est-ce que c'est. OK? Fait que la nature est déterminative pour les types de changements qui peuvent avoir lieu. OK? Donc, quand on parle d'acte et puissance, qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est ceci. La chose qui existe réellement et qui est en acte a des potentiels qui peuvent être réalisés. Puis c'est la nature de la chose qui détermine qu'est-ce qui peut être réalisé. Tous ces potentiels sont déjà implicites, mais non réalisés dans la nature, dans un premier terme de départ.
okay, comme dans la glande. Tous ces potentiels sont déjà là. Ce qui détermine qu'est-ce qui va être réalisé, c'est, des fois, lequel de ces choses va être réalisé, c'est souvent des choses extérieures. Mais seulement ces choses peuvent être réalisées à cause de sa nature. Est-ce que vous voyez l'importance là? C'est bon à date? Parfait. Donc, ces termes-là nous permettent de dire une chose. Le changement, c'est l'actualisation d'un potentiel, ou si je prends les termes que mon bon ami Guillaume m'a suggéré, la réalisation d'un potentiel. Et c'est ça le changement. Et maintenant, vous me suivez à date? Ça va bien? Oui. OK, parfait. Maintenant, qu'est-ce qui arrive dans le changement? On a temps D. On va dire TD, c'est le terme de départ. C'est la chose qui existe actuellement. Fait que le glande. On a un glande actuel qui est réel, qui est là, c'est le terme de départ, qui passe à travers un processus, soit de génération ou de dégénération, pour arriver à un terme final. OK? Et c'est ça qui arrive dans tout changement. Fait que j'ai des cheveux noirs, terme de départ. Ils vont devenir grises, ou ils vont peut-être tomber, terme final. Puis le changement, c'est le processus à travers lequel ça arrive, ce changement. OK? Prenons encore l'exemple du glande. Il y a le terme de départ qui passe à travers le processus de génération ou génération, si ça devient un arbre, peut-être dégénération, si ça devient ça ou ça, par lequel ça devient quelque chose d'autre, puis arrive à un terme final. Ça, c'est ce qui arrive dans le changement. OK? Ces notions-là, il faut les garder en tête pour l'argument. OK? On a déjà parlé de qu'est-ce qu'une nature. Rapide question sur qu'est-ce que la nature humaine. Encore une notion très importante pour notre question aujourd'hui. Quand on parle de la nature humaine, on va donner une définition. Dans le fond, on est en train de dire, quand on demande la question, qu'est-ce que la nature humaine? La question réellement est ici, qu'est-ce qu'un être humain? Puis on dirait que ça devrait être assez simple. On est tous des êtres humains, on devrait avoir une idée de qu'est-ce qu'on est. Tu sais? Je vais vous dire honnêtement que c'est pas aussi simple que ça des fois. La tradition philosophique, à travers, depuis quasiment le temps depuis Aristote, quasiment jusqu'à aujourd'hui, et même aujourd'hui, il y a beaucoup de philosophes qui adhèrent à cette définition, dirait que l'homme, par définition, est un animal rationnel. Je vais vous dire pourquoi. Mais avant que je fasse ça, je vais juste prendre 2 secondes pour expliquer comment on arrive à une définition. Pour arriver à une définition, on veut découvrir une grande, on va dire, genre dans lequel la chose qu'on veut définir fit. Que c'est vrai de cette affaire, mais qu'il y a plusieurs choses qui fit dedans. OK? Donc, c'est pour ça qu'on va dire, ici, c'est le genre. Puis, l'être humain, il fit en dessous de ça. Il fit en dessous de la section animale. Pourquoi est-ce que je dis il fit en dessous de la section animale? Un animal, par définition, est un être vivant, biologique, qui est la source de sa propre mouvement. Qui a en lui la source de sa propre mouvement. Autrement dit, il n'est pas une marionnette qui est bougée par le marionnetteur. Je pense que c'est le bon terme en français. Marionnettiste. OK. Fait qu'il n'est pas une marionnette qui est bougée par un marionnettiste. Il est la source de ses propres mouvements. Il n'y a pas des petites cordes qui sont attachées pour lui faire bouger de l'autre côté de la chambre, pour regarder la feuille, pour retourner de l'autre côté. Il est réellement en train de bouger. Mon chien, là, quand j'échappe un morceau de bacon à terre, là, j'ai pas besoin de prendre les petites marionnettes, des fils pour le faire en sorte qu'il bouge de l'autre côté de la chambre, pour descendre sa tête, ouvrir sa bouche, faire bouger sa bouche, pour le faire avaler, pour bouger à l'intérieur tous ses organes pour que ça marche. Il le fait tout seul. Puis il le fait souvent plus vite que je peux l'arrêter. Là, puis Laurie, elle n'aime pas ça si ça arrive. Elle protège les bacons assez c'est important. Là. Donc, avec un animal, on voit les animaux puis ils bougent. Ils ont, on pourrait dire, à l'intérieur d'eux autres, la source de leur propre mouvement. Puis ils sont biologiques. Ils ont des organes. Bien, un animal est comme ça. Je veux dire, un humain est comme ça. Quand on regarde qu'est-ce qu'un être humain, ben c'est un être organique, biologique, qui a en lui la source de sa propre mouvement. Okay? Il y a aucune, moi, je ne suis pas en train d'attacher avec des cordes, en train de se faire bouger par un marionnettiste. Okay? Mais on va dire
oui, l'être humain est un animal, mais il y a une distinction assez importante entre le chien que j'ai chez nous puis moi. On voit ça, je peux te donner un exemple, c'est mon exemple préféré. On voit ça tout de suite par l'exemple suivant. Mon chien il s'en va dehors sur le terrain en avant chez nous, puis il fait ses besoins. Il n'y a personne qui s'en va frapper mon chien ou donner une amende à mon chien pour dire « tu as fait une action immorale ». Si moi je fais la même chose, par exemple, je risque de me faire pogner avec une bonne amende et le monde qui dit « t'es tombé une personne immorale ». Pourquoi? C'est le même acte, mais il y a quelque chose de différent. Les êtres humains, on est, oui, des animaux, mais on est des animaux rationnels. On a une capacité de reconnaître, par exemple, le bien et le mal. De réfléchir sur pourquoi est-ce que j'existe. Point de vue neuronal aussi, c'est pas un Oui, c'est sûr. Mais sur le côté physique, on dirait animal, mais il y a plus que ça. Il y a plus que juste le physique. OK? Fait que ça, c'est une des raisons pour lesquelles on dit que l'animal est l'être humain est le genre animal. Puis quand on veut faire une définition, on parle de ce qu'on appelle une distinction spécifique. Puis par spécifique, on va dire distinction d'espèce. Parce que quand tu as le genre et la différence, c'est ça qui fait l'espèce. Puis là, c'est ça la différence. C'est ça qui fait la différence. On va juste dire E pour espèce. OK? Ma crayon est en train de mourir. Donc, des fois, je vais avoir du monde qui vient pour me dire « Oui, mais il me semble qu'il y a d'autres choses qui seraient mieux pour définir l'être humain. Certaines suggestions pourraient être, bon, l'être humain est par définition l'image divine, l'image de Dieu. Pour éviter des définitions problématiques, je vais juste faire une petite parenthèse, pour éviter des définitions problématiques, il faut noter et il faut faire une distinction entre la différence spécifique et des attributs essentiels, des accidents de l'être. Quand on parle d'accident, on parle de quelque chose qui n'est pas essentiel à la chose, comme mes cheveux. Tu n'as pas besoin d'avoir des cheveux pour être un humain. Okay? Ça, c'est quelque chose qui est accidentel à toi. Tu peux changer tes cheveux, tu peux les raser, tu peux les perdre, tu peux changer les couleurs, tu peux les faire grandir, les raccourcir, puis ça ne change pas que tu es un être humain. Ça, c'est accidentel. Tu peux être 6 pieds 6, tu peux être ma grandeur, ça ne change pas que tu es quand même un être humain. Ce sont des choses comme où est-ce que tu es, ta grandeur, tes qualités extérieures sont tous des accidents pour l'être humain. Autrement dit, ce ne sont pas des choses essentielles pour être un être humain. Fait que mes jambes, c'est des accidents. Oui, absolument. Parce que tu peux perdre tes jambes et tu es toujours un être humain. Non, ça va, Tu vois? C'est pas ça qui est essentiel pour être un être humain. OK? Il faut justement distinguer ça parce que sinon, on arrive avec des définitions par rapport. Où ce qu'on dit un être humain, c'est quelqu'un qui a 2 jambes, 2 bras, une tête, puis 2 yeux, puis tu sais. Oui, mais. Exactement. Parce que là, tout d'un coup, tu perds tes jambes, bien moi, je suis prêt à te dire, tu n'es plus un humain. Parce que tu ne fites pas à cette description-là, mais c'est toutes des choses accidentelles à être un être humain. OK? On les limite. Oui. Oui, absolument. Okay. Et troisièmement, c'est des descriptions que j'appelle poétiques, philosophiques ou théologiques, ou même, je dirais, symboliques. Il faut distinguer entre ces descriptions-là. Donc, je viens d'expliquer c'est quoi un accident. Un attribut essentiel est quelque chose qui fait partie, par nature, de la chose en question, mais qui découle de la différence. Donc, la capacité de rire. Les êtres humains ont tous la capacité de rire. Ou, je veux dire peut-être le potentiel de rire. Ils ne sont pas tous nécessairement... Il y en a des bons qui sont peut-être trop sérieux, là, ils ne sont pas capables de rire. Mais ils ont toute la capacité parce qu'ils ont la capacité de raisonner. Fait que, par exemple, on fait des jeux de mots. J'aime bien ça, faire des jeux de mots. Pour pouvoir faire un jeu de mots, il faut être capable de penser et réfléchir sur le sens des mots, puis être capable de les utiliser de manière qui n'est pas leur sens normal. C'est ça qui fait des jokes en général. Pour faire ça, il faut faire la raison. Et c'est ça qui fait en sorte que tu es capable de rire. D'autres exemples qu'on pourrait donner d'un attribut essentiel, on pourrait parler de la capacité d'aimer ou de se donner pour les autres. Ça découle de la capacité de raisonner. Donc, c'est des attributs essentiels
mais ce n'est pas la différence. Ce n'est pas ça qui distingue l'être humain des animaux. Mais ça fait partie de sa nature. Ça suit à partir de la raison. Alors, je devrais dire ça tout de suite, parce que souvent, quand on parle de raison, le monde, immédiatement, il pense « Ah, ça c'est de l'intellect. Ça c'est de la théorique. » Mais ce n'est pas de cette manière-là que j'utilise le mot « raison ». Quand moi je parle du raison, des choses pratiques découlent de la raison. Construire une maison, c'est le fruit du raisonnement. Il faut que tu sois capable de réfléchir sur comment est-ce que les choses devraient fitter ensemble, comment est-ce qu'on devrait bâtir, par exemple, cette mur pour que ça accomplisse qu'est-ce que je veux que ça accomplisse dans la maison. Ça découle de qu'est-ce qu'on pourrait appeler le raisonnement pratique. On peut parler de la raisonnement moral, où ce qu'on délibère sur ce qu'on devrait faire ou ne devrait pas faire. On peut parler de le raisonnement peut-être plus théorique, où oui, c'est des sciences. Puis on fait des sciences. Donc, quand on parle de raison, ça couvre beaucoup de choses. Aussi, la question de faire des choix. On est présenté avec plusieurs choix, chacun étant des bonnes choses. Mettons, tu as des enfants. En tout cas, moi, j'ai des enfants. Je les présente avec plusieurs saveurs de popsicle. C'est toutes des choses qu'ils vont aimer. Puis je dis, il faut seulement avoir un. Bon, là, ils sont obligés de prendre un choix. De délibérer sur quelle des choses ils veulent prendre. Mais ça, c'est la raison. Ça découle de la raison. Ils sont en train d'utiliser leur raison pour faire le choix. On pourrait dire pour diriger leur volonté vers une chose qu'ils voient comme étant le bien. Donc, quand on dit raison, il ne faut pas que tu vois ça comme « Ah, ça c'est théorique ». Non, ça fait partie de la vie générale. Tu t'élèves le matin et tu dis « Ah, je suis en retard pour aller aux conférences », tu viens d'utiliser la raison. Okay? Ça fait partie d'être un chien qui ne se lève pas le matin pour dire « Ah, je suis en retard pour aller réveiller mon maître ». Il n'y a pas ce raisonnement-là. Il n'est pas en train de dire « Oh non, je suis en retard ». Donc, ça fait partie de ça. OK? Donc, c'est ça. Quand on parle des images théologiques, la question de l'image de Dieu et la doctrine de l'image Jodé, c'est que l'homme est fait à l'image de Dieu. C'est une bonne description de comment que l'homme est fait à l'image de Dieu, mais ce n'est pas une définition. Et ça, il faut faire une distinction. Justement, la plupart des théologiens de l'Église chrétienne, à travers les siècles, on dit que juste la raison pour laquelle on dit que l'homme est à l'image de Dieu, c'est parce que l'homme est capable de connaître le bien et le mal. Autrement dit, que l'homme est un être qui a la capacité de raisonner. Et c'est ça que le monde disait, c'est pour ça que le monde on dit que l'homme est fait à l'image de Dieu. Mais on dirait aussi que dans un certain sens, et chaque chose selon sa propre nature, tout le monde est fait à l'image de Dieu, dans un certain sens. Chaque chose, tu t'en vas dans le bois, et qu'est-ce que tu vois? Des choses qui révèlent Dieu. Chaque chose a sa nature. L'homme est la chose qui est faite la plus. Dans la création, c'est la chose qui est faite la plus à l'image de Dieu. Mais toutes les choses sont faites à l'image de Dieu, dans un certain sens, et chaque chose selon sa nature. Donc, ça, c'est tous les concepts qu'on a besoin pour comprendre l'argument. Maintenant, on va regarder l'argument. Regardez vos feuilles. Il y a 8 prémices. Dans un argument, on va avoir des prémices qui doivent, entre eux autres, comme les mathématiques, qui doivent s'ajouter une en dessous de l'autre pour arriver à une conclusion. Quand l'argument est valide, ça veut dire que l'argument a suivi la forme appropriée pour arriver à la conclusion. Et si la conclusion est vraie, ça veut dire que toutes les prémices sont vraies. OK? Donc, la première prémisse, j'utilise le mot « X » pour remplacer n'importe quoi. OK? So, quelque chose est un être humain si et seulement si. J'ai effacé une partie de ma si et seulement si ici en haut, là. Quelque chose est un être humain si et seulement si c'est un animal rationnel. Okay? Le si et seulement si, ça veut dire que si quelque chose est un animal rationnel, alors c'est un être humain. Si c'est un être humain, alors c'est un animal rationnel. C'est ça. Autrement dit, je suis en train de donner une définition. On pourrait expliquer cette idée-là en disant, si quelque chose est une machine créée par l'homme pour préserver la nourriture par le refroidissement, mais pas la congélation, alors c'est un réfrigérateur. Mais ça, c'est le même type de relation. Si c'est comme ça, alors c'est un réfrigérateur, mais si c'est un réfrigérateur, alors c'est comme ça. Okay, ça, c'est une définition. Deuxièmement, si quelque chose possède ça,
la forme rationnelle, je veux dire, X possède, il possède la forme rationnelle, il est rationnel, si et seulement si, il est soit, et ça c'est très important, soit capable, en réalité, il est littéralement capable, comme vous autres, présentement, quand vous suivez qu'est-ce que je suis en train de dire, vous êtes capable et vous êtes en train de raisonner. Parce que vous êtes en train de réfléchir sur ce que je dis pour, à la limite, chercher à comprendre mon mélange de mots, au meilleur des cas, pour vraiment comprendre ce que je suis en train de dire. Vous êtes vraiment en train de raisonner. Fait que si la chose a une forme rationnelle, alors il est soit en réalité capable et en acte en train de raisonner, ou il est en potentiel où il est capable, il a la capacité peut-être, mais pas présentement utilisée pour raisonner. Qu'est-ce que je suis en train de dire là? Bien, nous, dans la salle ici, on est en train de réfléchir ensemble. Je suis en train de vous donner des choses pour vous faire réfléchir, puis vous êtes en train de penser à ce que je dis. À la limite, c'est une pêle-mêle de mots qui rentrent, c'est bien correct, mais vous êtes en train de raisonner. Hier soir, quand vous étiez en train de dormir, dans un sommeil très profond, vous n'étiez pas en train de raisonner. Mais vous aviez toujours la capacité de raisonner, c'est juste que ce n'était pas en acte, ce n'était pas réellement en train de se passer, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire ici, là? C'est que si quelque chose a une forme rationnelle, ou je vais dire comme ceci, quelque chose qui a une forme rationnelle, si et seulement si, il est soit actuellement, réellement, à ce moment, en train de raisonner, ou il n'est pas en train de raisonner, mais il a la capacité future ou passée de raisonner. OK? Ça, c'est très important. Troisième point. La substance créée par la fécondation humaine est capable, en potentiel, de raisonner. Il n'est pas que présentement en train de raisonner. Aussitôt que l'œuf est fécondé, il ne commence pas à comprendre E égale MC2. Il n'est pas en train de faire Socrate a parlé de telle chose, puis qu'est-ce que la Bible veut dire par. Non, il n'est pas en train de penser, mais il est en potentiel. Il a la capacité future à raisonner. Attends une seconde, je vais finir l'argument, puis après ça, je vais te prendre des questions. OK? Fait qu'il a le potentiel futur. Bien là, basé sur ce que je viens tout juste de dire, il s'ensuit que la substance créée par la fécondation humaine a une forme rationnelle. Il s'ensuit alors, basé sur la première prémisse, que la substance créée par la fécondation humaine est un être humain. Parce qu'il a le potentiel, la capacité future de raisonner. Maintenant, revenons à la définition de la meurtre prémédité. Le meurtre prémédité, prémisse 6, c'est de tuer avec succès un être humain d'une manière qui était prévue avant l'action meurtrier. OK? Maintenant, on pourrait peut-être, vous voyez une autre manière quand je pourrais présenter ça. Si quelque chose est tué selon un plan préétabli, alors cette chose est un être humain. Et si cette chose est un être humain, alors cette chose est victime d'une meurtre prémédité. Le septième, c'est ceci. La substance créée par la fécondation humaine est tuée selon un plan préétabli quand il est avorté. Quand il y a un avortement, la substance créée par la fécondation de l'être humain est tuée selon un plan préétabli. Il s'ensuit nécessairement que de tuer la substance créée par la fécondation humaine selon un plan préétabli et de commettre un meurtre, selon la définition que nous avons donnée, un meurtre au premier degré, un meurtre prémédité. Donc, la conséquence de cet argument, c'est que aussi longtemps, je veux dire ça le même, si c'est moralement inacceptable de commettre un meurtre prémédité, alors il s'ensuit nécessairement que c'est absolument moralement inacceptable de commettre un avortement. Et ceci à partir de la fécondation de l'œuf.
On parle pas, ici, là, on parle il n'est même pas situé dans l'utérus encore. Ça serait un argument que la première fois que j'ai présenté cet argument à une infirmière qui était un chrétien, sa réponse immédiate était ceci. Oui, mais tant qu'il n'est pas installé dans l'utérus, il n'est pas viable. Donc, ce n'est pas un meurtre. Tu n'as pas tué un être humain. Ça m'a vraiment frustré. Et je vais vous donner quelques exemples. Pourquoi? Je vais utiliser des personnes qui me sont ma famille, comme ça, il n'y a personne qui va devenir émotivement impliqué. Si je prends mon enfant, William, puis je le dépose dans une boîte en carton dans le Grand Nord, puis je reviens, y es-tu viable? Il y a juste 1 an et demi. Est-ce qu'il va survivre dans le Grand Nord? Une coupe d'heure. Une couple d'heures maximum, surtout présentement, là, dans la tempête de neige. Il n'est pas viable. Je viens de le mettre dans une ambiance, une atmosphère, où il n'y a aucune chance qu'il survive. Est-ce que ça veut dire qu'il est maintenant, parce qu'il est dans cette ambiance-là, pas humain? Il vient-tu, parce que j'ai changé son atmosphère, sa situation dans laquelle il vient-tu juste de changer son état, sa nature, d'être un humain? Absolument pas. Si je prends ma grand-mère de 80 ans, puis je la mets dans la même situation, elle peut-tu survivre? Bien, je vais vous dire, ma grand-mère est bien débrouillard, mais je dirais que probablement pas. En changeant sa locale pour qu'elle soit dans une place qui n'est pas viable pour elle, est-ce que je viens d'enlever sa nature humaine? Absolument pas. Ce n'est pas sa locale, ce n'est pas sa place ni sa viabilité qui fait en sorte que la substance en question est ou n'est pas un être humain. Donc, ça c'est probablement une des plus grands critiques de cet argument, c'est qu'ils vont essayer de dire oui, mais avant que c'est dans l'utérus, ce n'est pas viable, donc ce n'est pas un être humain. Ça n'a aucun bon sens. Avant de prendre des questions, je veux faire remarquer une chose. Parce que là, qu'est-ce que je vous ai donné? C'est un argument qui n'est pas du tout religieux. Je n'ai pas basé sur une parole dans la Bible. J'ai pris des réflexions sur le changement, puis sur qu'est-ce que la nature d'un être humain, puis on s'est demandé qu'est-ce que le meurtre prémédité. Puis on est arrivé à la conclusion que de tuer, d'avorter un enfant, même juste le fruit de la fécondation humaine, c'est de commettre le meurtre prémédité. Il n'y a aucune religion, il n'y a aucune Bible, il n'y a aucun christianisme dans tout ça. Mais je vais vous dire que cet argument est soutenu par un verset dans l'Ancien Testament. En Exode, chapitre 21, les versets 22 à 25, il y a une partie de la loi qui prend comme acquis que l'être dans le ventre de la mère, il ne spécifie pas l'âge, il ne spécifie rien de ça. Tout ce qu'il dit, que le bébé dans le ventre de la mère, il prend comme acquis que la vie de cet enfant vaut la même chose que la vie d'un homme adulte. Tu sais, puis tu dirais, ben là, vaut. Un homme adulte, il est capable de porter sa poids, là, il est capable de, il travaille pour se nourrir, il est capable de soutenir une famille, il est capable tu sais, à la limite, tu mets un homme dans le Grand Nord qui est en plein de la jeunesse, il devrait être capable de survivre, là. Peut-être pas un homme qui vit dans la ville, là, mais un homme qui a grandi dans la campagne, il devrait être capable de survivre dans le Grand Nord, tu sais. Ça fait partie des Québécois, tu sais, des habitants, on est capable de survivre dans des places extrêmes. Tu peux pas vraiment dire qu'un bébé dans le ventre de la mère vaut la même chose. Moïse dit ça. Écoute ce que ça dit dans la loi. Il fait plusieurs remarques. Je vais les faire ressortir ces aspects en s'en allant. Okay? Il commence en ceci. Lorsque les hommes se querelleront, heurteront une femme enceinte et le feront accoucher, sans autre accident, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme. On le paiera sur l'avis des arbitres. OK. Fait que, premièrement, on donne une mise en situation. Tu as 2 hommes qui sont en train de se battre. Donc, premièrement, je vous suggère que la Bible a une bonne image de qu'est-ce que la vraie masculinité.
sais, moi, j'en ai 2 gars qui sont des bonnes amis, qui sont tous les 2 dans l'armée. Là. Ils viennent chez nous des fois l'été, là, puis on s'en va aux piscines publiques. Là, puis eux, ils sont quasiment plus... ils font plus de bruit dans la piscine que les autres enfants qui sont dans leurs adolescences. Tu sais. Ils se battent entre eux autres. T'en as une qui est embarquée dessus en train d'essayer de noyer l'autre, puis l'autre est en train de noyer l'autre. C'est ça un peu le contexte. Tu as 2 hommes qui se battent. Ils ont du fun. Mais là, en se battant, peut-être qu'ils n'auront pas du fun. Le contexte permet qu'ils sont vraiment en train de battre parce qu'une fâchée contre l'autre, mais ça permet de dire qu'ils ont du fun ensemble aussi. C'est juste, ils se battent ensemble. Puis il y a une femme qui est enceinte qui se fait frapper dans tout ça. Par le fait de se faire frapper, ça cause une fausse couche. Qu'est-ce que le Bible enseigne? C'est que si le bébé sort, le bébé est né dans la fausse couche, avec aucun accident, le bébé vit, puis il n'y a aucune blessure. Tu sais, le bébé est en vie, puis tout est beau. C'est quand même pas correct. Tu n'as pas le droit de dire « Whew! » Content que rien ne s'est passé. La personne qui a causé la fausse couche est obligée, selon la loi de Moïse, de payer une amende. Mais on n'a pas fini là. Ensuite, il dit ceci. Mais, s'il y a un accident, fait que si le bébé sort puis il y a une bras brisée, ou pire, tu donneras, écoute bien ça, vie pour vie. Si le bébé sort mort, c'est la vie de l'homme qui devrait être enlevée. Autrement dit, si ils sont en train de se battre, ça cause une fausse couche chez la madame. Même si le bébé sort en vie et qu'il meurt par la suite, l'homme qui a causé la fausse couche puis le mort éventuel du bébé est coupable de meurtre et sa vie devrait être enlevée. Mais on continue, je vais finir à lire ce qu'il dit pareil. Il dit vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûleur pour brûleur, blessure pour blessure, meurtrisseur pour meurtrisseur. Tous les incidents possibles sont couverts. Peu importe qu'est-ce qui arrive, si le bébé sort puis qu'il est blessé ou même s'il meurt, c'est œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie. Ces versets prennent comme acquis que la vie du bébé a la même statut qu'un adulte mature. Et ça soutient la conclusion de l'argument que j'ai donné, de faire un avortement, de tuer un bébé qui est dans la ventre de la mère, peu importe l'âge, parce qu'il ne donne pas l'âge ici. Le bébé dans cette situation pourrait avoir conçu la soirée avant. Ce n'est pas précisé. Il aurait pu être tout juste le fruit d'une fertilisation d'œuf. Mais l'idée, c'est que même dans ce cas-là, s'il est mort, puis dans ce cas-là, c'est clair qu'il est mort s'il y a une fausse couche, c'est la vie de l'homme qui est en cause. Donc, la Bible elle-même, et je vous suggère que si vous êtes croyant et chrétien, alors on est obligé de prendre ce verset-là, puis de dire comme croyant, on est obligé de dire que l'avortement est un meurtre prémédité. Si on accepte que la Bible est la parole de Dieu inspirée et sans erreur. Si on ne veut pas dire ça, je vous suggère que on a besoin de faire une autre conférence pour parler de l'inhérence de la Bible ou de l'inspiration, mais ça serait un autre sujet. Donc, maintenant, je vais prendre des questions. Je pense que il y a beaucoup de conséquences que je pourrais peut-être ajouter, mais en fait, je vais peut-être faire ça tout de suite, parce qu'il y a beaucoup de conséquences avec ce que je viens de présenter. Okay? Qu'est-ce que je viens de présenter a des conséquences, mettons, pour des personnes âgées ou quelqu'un qui est dans un coma. Okay? Mon grand-père, là, quand moi j'étais jeune, je pense que j'avais 14-15 ans, il est tombé il a pris le cancer du cerveau, puis il est mort. Avant ce temps-là, moi je le voyais comme l'homme, quasiment un super homme. Il avait été aux guerres mondiales II, il était capable de tout faire. Il était quasiment capable de créer, mettons, une patio là, en bois, là, il était capable de la créer quasiment ex nihilo, à partir de rien. Il était tellement bon avec ses mains. C'était un gars à tout faire. Puis, il était tellement cet gars à tout faire qu'à un moment donné dans sa vie, il a pogné une crise de cœur majeure quand il est mis à l'hôpital. Le docteur, ils ont ouvert son cage, puis ont regardé son cœur, puis ils dit « C'est pas la première fois qu'il y a eu une crise de cœur, là. »
Le docteur a suggéré qu'il y a peut-être eu plus qu'une centaine de crises de cœur, qu'il n'a jamais été au médecin pour le dire. Puis qu'est-ce qu'on a découvert par la suite? C'est que mon grand-père avait été un conducteur de camion de gaz, mettons pour SO ou quelque chose de même. Il serait en train de conduire sur l'autoroute, puis il a une mini-crise de cœur. Il arrête sur le bord de route, il attend que ça passe, puis il remonte sur la route, puis il continue son voyage. Puis apparemment, c'est arrivé plus qu'une centaine de fois avant qu'il y ait eu une crise de cœur majeure qu'il a mis à l'hôpital. Après ça, il est retourné sur le place de travail une fois que c'était guéri, puis il continuait. C'était ce type de gars. Fait que pour moi, dans ma jeunesse, là, c'était comme l'idéal homme. Qui va tout faire, et en plus, c'est un homme de Dieu. Il était un diacre dans son église. Il a pogné le cancer du cerveau. Cet homme qui était capable de littéralement tout faire, à un moment donné, il a passé quasiment 1 heure ou plus dans la chambre de bain parce qu'il n'était plus capable de s'élever. Jusqu'à temps qu'il était obligé de crier à sa femme pour venir le sortir de la chambre de bain. Parce que lui, tout seul, n'était pas capable de le faire. Puis quand moi je l'ai vu, à 15 ans, pas loin de sa mort, il était dans la position fétale dans l'hôpital. Cet homme qui était capable de tout faire. Est-ce que quand il était sur ce lit dans l'hôpital, il était maintenant rendu moins que humain? Si cet argument a raison, non. Son corps était en train de dégénérer. On pourrait dire que, d'un certain sens, le moteur a été usé, puis il est en train de mal fonctionner. Il n'est plus capable de soutenir les besoins de la vie normale. Le corps se dégénère. Mais il a quand même la nature humaine. Même si le corps se dégénère, le potentiel pour le raisonnement est toujours là. Puis, exactement. Qu'est-ce qui va arriver dans la résurrection? Il va être redonné un corps glorifié. Cette nature humaine n'a pas été enlevée. Le potentiel pour le raisonnement était toujours là, même quand il était dans une position fétale. Ça, cet argument-là nous enseigne qu'il faut faire attention quand on arrive à des questions de mort. 5 minutes? OK, c'est bon. Quoi à propos des personnes qui ont des difficultés mentales? Quelqu'un qui est autiste. Quelqu'un qui, peut-être leur autisme est tellement fort qu'on estime qu'ils n'ont pas plus qu'un âge de, mettons, 1 ou 2 ans. Ils ne sont pas capables de raisonner. Est-ce qu'on dit alors qu'ils sont moins que humains? Absolument pas. C'est la même chose qu'avec la personne qui est âgée puis que son corps est en train de décomposer. La personne qui est autiste est née avec un corps qui est déjà en difficulté côté matériel. Mais le raisonnement, la capacité ou la possibilité, le potentiel de raisonnement est quand même là. Juste parce que la machinerie ne fonctionne pas, ne veut pas dire que la programmation n'est pas fonctionnelle. N'a pas la capacité d'être utilisée. Si, mettons, on changeait de corps, peut-être que ça aurait marché. C'est un exemple, fait que pas trop à l'extrême, mais c'est un exemple pour illustrer le point. Qu'est-ce qui va arriver dans la résurrection? Le parent va voir son enfant là, comme il aurait été s'il n'y avait pas eu de problème physique. Imagine la joie des parents qui ont eu des enfants autistes puis qui ont toujours espéré à travers leur vie voir leur enfant exceller, puis quand ils arrivent au ciel, puis ils voient leur enfant, puis qu'il est comme ils ont toujours espéré que cet enfant allait être dans la vie ici. Incroyable. Puis évidemment, on a déjà parlé des répercussions pour l'avortement. Si on tue un être humain, peu importe à quel stage de la vie, peu importe sa capacité de raisonner ou non, on est coupable de meurtre. On a tué un être humain, autrement dit. Là, est-ce qu'il y a des questions? On va prendre des questions parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Oui. Bien, si je prends ton exemple de grande chaîne, c'est pas parce que je le regarde à terre qu'il n'a pas produit un arbre que je suis obligé de le broyer, de l'envoyer au compost. Non. Parce que je peux le prendre, le mettre dans l'eau, le faire germer, puis il va me donner un arbre. Exactement. Donc, au point de vue, de l'embryon, oui. Même s'il est encore à l'état, on va dire, visqueux. Oui, c'est ça. En tant que tel, il est en processus. Absolument. Donc, il est vivant. Exactement. Donc, on ne le touche pas. Exactement. Peu importe le stade. Exactement. Puis, si on prend la question du potentiel, comme tu écrivais en haut quand j'ai levé la main tantôt, un cœur de bébé à 2 mois,
sauf erreur, là, ont 80 pulsations minutes de cœur. Mhm. OK? Peut-être plus. Mais ce que je veux illustrer, c'est qu'en tant que tel, il a un potentiel en croissance. Oui, exactement. Donc, à un moment donné, il n'y a aucune raison d'y toucher. Absolument. Laissez-le aller, puis on verra rendu au bout. Hein. Exactement. Il meurt. Ah, OK. Il reste en vie. OK. Là, on a la preuve qu'on a bien fait de ne pas toucher. Exactement. Si on dit, par exemple, au lieu de définir la nature humaine, on va juste parler des critères. Qu'est-ce que nous, on veut faire une liste de qu'est-ce qu'on pense devrait faire un être humain. Puis on dit, bon, c'est le raisonnement. Le raisonnement, ça devrait faire partie de ça. Mais qu'il soit capable de raisonner. Si c'est ça qu'on dit qu'il est en réalité, comme là, je pourrais lui faire s'asseoir puis dire, OK, je veux que tu penses à ça. Puis là, il pense, là, bien, on serait obligé de dire que même les enfants de 1 an ne sont pas des êtres humains. Ils ne sont pas capables de raisonner. Bien, si tu ne lui donnes pas son boire, il va te le faire savoir. Sauf que c'est la même chose qu'un chien. J'ai déjà entendu ce type de réponse. OK? Puis ils vont dire, oui, mais on dirait que le bébé, mettons, de 1 an, il raisonne. Parce que, comme tu dis, tu ne donnes pas son boire à l'heure, là, puis il chiale. Ben, je vais vous dire que mon chien fait la même chose. OK. Donc, il réagit et il ne raisonne pas. Par instinct. OK. Il réagit par instinct. Un enfant là, qui est dans son lit à la maison, là, Par contre, oui. le chien va aller chercher sa nourriture dans les poubelles, mais un enfant ne le fera pas. Souvent, c'est parce qu'il n'est simplement pas capable. Mais, tu sais, tu laisses un enfant à terre. Je ne sais pas si tu as vu ça avec des enfants. Moi, avec mes enfants, je vois ça souvent. Un enfant, il va à terre, puis il met des choses dans sa bouche. Même que je te dirais instinctivement, tu sors le bébé de la ventre de la mère, tu lui donnes à la mère, puis la première chose que le bébé fait, il cherche le téton. Ah oui, sûr. Par instinct. Ah oui. Il n'est pas raisonné. Il n'est même pas capable de le voir. Tu sais, il n'est pas capable de le voir, là, cette chose, puis il le cherche. Il n'était pas en train de raisonner comme... Parce qu'en plus, il ne sait même pas c'est quoi. Tu sais, il n'a même pas la notion de c'est quoi un téton. Il n'a jamais vu de sa vie. C'est instinct. C'est totalement instinct. C'est pas un raisonnement. Donc, si on dit, ben, on va juste dire il faut qu'il soit actuellement capable de raisonner, là, il faudrait qu'on tue tous les enfants, ou en tout cas, on serait capable de tuer tous les enfants en bas d'1 an, parce que eux, ils ne sont pas capables de raisonner. Parce que une définition d'instinct dans ce cas-là. Bon, ben, instinct, en général, on pourrait dire, c'est une manière naturelle de réagir à son environnement. Une action faite sans raison. C'est ça, qui est faite sans raison. Puis on voit ça chez les chiens, là. Tu échappes une morceau de bacon à terre, là, la seule raison qu'il ne sautera pas dessus, c'est si il sait que de sauter dessus, il va recevoir un claque. Ce n'est pas une question de raisonnement, hein? C'est une question d'entraînement. Parce qu'il a déjà reçu plusieurs claques. Fait que ça, c'est entraînement. Je pense que c'est les chiens de Pavlov, je pense que c'est le nom, où il parle de, il fait la petite cloche, là, puis il fait sonner la cloche à chaque fois qu'il fait nourrir les chiens. Il donne la nourriture, il sonne la cloche. À un moment donné, là, il ne donne plus de nourriture, mais il sonne la cloche, puis les chiens commencent à saliver. Parce qu'à chaque fois qu'il donne la cloche, il y avait quelque chose à manger. Là, il n'en a plus, mais il salive pareil. Parce qu'il attend la nourriture qui vient avec la cloche. Ça, c'est instinct. Ça, c'est quelque chose qui est souvent, qui est même formable. Et les êtres humains sont... Ça, c'est un aspect dans lequel on voit que les humains ont une certaine... sont des animaux, parce qu'on peut former des êtres humains même de cette manière-là. Des disciplines pour la guerre. Oui, c'est ça, des disciplines de guerre. J'ai un ami qui est dans les marines aux États-Unis, puis il m'a dit qu'il y en avait des temps où tout ce qu'ils font dans la journée, ils s'assiedent à la table avec leur gun devant eux autres, ils le défait, ils le remettent ensemble. Ils le défait, ils le remettent ensemble. Puis ils font que ça pendant longtemps. Parce que l'idée, c'est que quand tu arrives en guerre, là, puis ton gun jam, il ne faut pas que tu sois là en train de penser, OK, attends une minute. J'enlève ce morceau ici, puis qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Tard, t'es mort, trop tard. Quand ton gun jam dans la guerre, il faut que tu sois capable, sans penser, sans même regarder, il faut que tu sois capable de dire toc, 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 puis tu continues à jouer, à agir dans la guerre, excuse-moi. Donc, oui, donc c'est ça qu'on parle dans l'instinct. On voit ça dans les humains. Les humains agissent des fois sans raisonner, par exemple dans une situation de crise. La mère là, qui voit son enfant qui est en train de se faire attaquer peut-être par un chien, là, elle ne pense pas nécessairement à si moi je saute dans ça, je ne sais pas que je me fais blesser. Elle saute sur le chien, là, puis elle va même peut-être tuer le chien avant qu'elle réalise que ça c'est instinct.
C'est fait tant comme ça. On peut parler d'instinct de survie, par exemple. OK? Donc, justement, c'est ça. Lorsqu'on arrive dans donner des critères, souvent, c'est là où on arrive dans des problèmes assez importants. Parce qu'on arrive, mettons, bon, l'ambiance n'est pas bien, ou il n'y a pas encore toutes les choses que nous, on verrait comme êtres humains, sauf que, justement, ces types de sphères-là, c'est ça qui nous apporte souvent le racisme. La question de même. Ah, mais, justement, la raison pour laquelle beaucoup de racisme contre le noir est fait, bien, ceux qui sont noirs ne sont pas complètement humains. Pour être humain, il faut être de telle couleur. Les nazis. Les nazis avaient un certain type de racisme où ce qui qualifiait les êtres humains pour dire pour être un être humain supérieur, idéal, il faut que tu sois comme ceci, comme ceci, comme ceci. Si tu n'es pas comme ça, ben on peut te tuer parce que tu n'es pas un humain idéal, puis nous, on veut faire avancer l'évolution, par exemple. Donc, je pense qu'on va être obligé d'arrêter. Je ne sais pas quelle heure qu'il est, c'est le matin. Fait que je pense qu'on va arrêter parce qu'il y a une conférence pas longtemps après, puis je ne vais pas vous manquer ça. Ça va être très intéressant avec Guillaume Bignon.